Pour vous parler aujourd'hui du traitement du diabète de type 2 à la lumière des nouvelles recommandations. Je suis Dr Haraj, professeur assistant au service d'endocrinologie de Casablanca. S'il vous plaît, la présentation. Le diabète, la prévalence du diabète est en ascension. On a actuellement devant nous plusieurs choix thérapeutiques. On hésite quel traitement choisir pour nos patients diabétiques. Les bases du traitement, c'est les règles hygiéno-diététiques en premier et les traitements antidiabétiques. Il faut toujours garder en tête que chaque patient diabétique a un traitement personnalisé pour lui. L'objectif du traitement est l'éviction des complications micro- et macro-angiopathiques. Les recommandations ont évolué. On va parler aujourd'hui des recommandations de l'ADA-OASD 2018 et 2019. Les recommandations ont évolué vu le nombre des études d'efficacité et d'innocuité. Voilà les recommandations sur lesquelles on va se baser durant cette présentation. C'est les recommandations de l'ADA-OASD qui sont apparues en octobre 2018 et les recommandations de l'ADA de 2019. On va procéder selon le plan suivant, les objectifs du traitement, les règles hygiéno-diététiques, on va en parler rapidement, les traitements antidiabétiques, comment choisir notre traitement antidiabétique, les recommandations de l'ADA-EASD avant de conclure. L'objectif du traitement. L'objectif qu'on a devant notre patient diabétique, c'est de prévenir et retarder les complications du diabète, notamment les complications micro- et macro-angiopathiques, et également maintenir la qualité de vie des patients. Parfois, on a des patients qui ont une HbA1c qui est 6% ou bien à 6,5, mais qui font beaucoup d'hypoglycémie. Ils sont bien sur le plan métabolique, mais avec une qualité de vie qui est altérée. On doit adapter le traitement pour avoir un équilibre glycémique et en même temps avoir une qualité de vie qui est conservée. L'éducation thérapeutique est la base de la prise en charge des patients diabétiques. Tout patient diabétique doit avoir accès à un programme d'éducation thérapeutique qui doit être personnalisé et adapté au contexte culturel du patient. Voilà, le patient est au centre de notre prise en charge pour éviter les complications et améliorer la qualité de vie. Lorsqu'on prend en charge le patient, on doit prendre en considération les caractéristiques des patients, notamment le style de vie, la démographie, la psychologie et le niveau socio-économique. Également orienté selon le choix du traitement, selon le niveau de l'HbA1c, notre cible d'HbA1c pour notre patient, selon le poids, le risque d'hypoglycémie, les comorbidités et également le coût. Toujours, on doit motiver notre patient, chercher une motivation chez notre patient. On le remarque tous. Les patientes, par exemple, les patientes diabétiques type 2, lorsqu'elles sont enceintes, elles sont très motivées. On arrive à les équilibrer, alors qu'avant, on n'arrivait pas à les équilibrer. Il faut toujours également s'accorder du temps pour parler à notre patient. Et au moins une fois par année, on doit revoir cette courbe pour adapter notre décision thérapeutique et éviter l'inertie thérapeutique. Concernant les règles hygiéno-diététiques, les règles hygiéno-diététiques, pourquoi on les instaure? Parce qu'elles permettent d'améliorer la glycémie et également de contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire tout en gardant le plaisir de l'alimentation. Il faut instaurer un régime, des règles hygiéno-diététiques, mais garder les saveurs. On a heureusement dans notre pays plusieurs saveurs qu'on peut conseiller. Par exemple, le café sans sucre, on peut lui dire facilement au patient d'ajouter par exemple un morceau de citron. Ça va lui donner du goût et ça va lui permettre de prendre son café noir sans sucre. Le programme nutritionnel doit être personnalisé et devrait être adapté à tout patient. On ne doit pas préparer des fiches de règles hygiéno-diététiques qu'on va donner automatiquement à nos patients. Pourquoi? Parce qu'avant de donner une prescription diététique, on va faire une enquête alimentaire pour adapter notre prescription aux habitudes alimentaires de notre patient. Sinon, les fiches préétablies, les patients vont sûrement ne pas les suivre. Et le régime méditerranéen reste un régime qui est adapté pour les patients diabétiques. Toujours, l'alimentation doit rester équilibrée. La perte de poids à elle seule, elle permet de faire baisser l'hémoglobine glyquée. On doit éviter les régimes restrictifs. Ils permettent une baisse rapide de poids, mais rapidement, les patients ils vont récupérer et gagner encore plus de poids par la suite. On doit faire attention chez les femmes âgées et chez les personnes âgées, les femmes enceintes. Les régimes restrictifs chez cette catégorie sont interdits vu le risque de malnutrition. Et toujours fixer des objectifs réalistes et individualisés. On va discuter nos objectifs de perte de poids avec nos patients. Par exemple, on va lui dire, durant ce mois, vous allez perdre 1 kilo, par exemple. L'apport énergétique peut être réduit de 15 à 30% et on doit limiter les matières grasses et les sucres simples et l'alcool.
Tous les patients diabétiques en surpoids ou obèses doivent être conseillés sur les bénéfices de la perte de poids et on doit les engager dans un programme intensif de règles hygiéno-diététiques. L'activité physique. On doit conseiller à nos patients aussi bien une activité physique aérobie que des exercices de résistance. Pourquoi? Pour faire baisser les matières grasses et augmenter également la masse musculaire de nos patients. L'activité physique à elle seule, elle permet de faire baisser l'hémoglobine glyquée de 0,6%. Mais on doit faire attention lorsqu'on prescrit de l'activité physique chez nos patients, chez les sujets qui ont une cardiomyopathie dilatée, une cardiomyopathie ischémique, toujours faire une évaluation cardiovasculaire avant de prescrire une activité physique. Faire attention également chez les patients qui ont une rétinopathie diabétique, elle contre-indique une activité physique intense, et également chez les patients qui ont une néphropathie non contrôlée. Tous les patients ne peuvent pas faire une activité physique dans une salle de sport. C'est pour cela qu'on doit s'adapter aux patients, leur conseiller par exemple la marche, le jogging dans le jardin, yoga, natation, en fonction des profils des patients et surtout, lutter contre la sédentarité. Au moins inclure l'activité physique dans leur programme quotidien. Par exemple, partir faire les courses au marché, l'inclure dans le programme quotidien du patient. Et également chercher des stratégies de motivation. Par exemple, les podomètres qu'on peut installer sur les smartphones, lorsque le patient voit combien il marche pendant la journée, ça le motive à faire encore plus d'activité physique. Et on arrive, je pense, au sujet qui vous intéresse, c'est les traitements antidiabétiques. Comment les choisir? Toujours, lorsqu'on veut choisir un traitement antidiabétique, on fait la balance entre l'efficacité du traitement et l'iniquité et la safety du traitement. On a un arsenal thérapeutique actuellement qui est large. Les sulfamides que vous connaissez tous qui sont des insulinosécréteurs, les inhibiteurs de la alpha-glucosidase, la metformine et les glitazones qui sont des insulinosensibilisateurs, les inhibiteurs de la SGLT2 qui augmentent la glycosurie et grâce à l'augmentation de cette glycosurie, ils permettent la baisse de la glycémie, et les inhibiteurs de la DPP4 qui inhibent la DPP4 et permettent l'augmentation du GLP1 et ainsi l'augmentation de l'insuline et du glucagon. La metformine, c'est la plus ancienne des molécules, elle a une histoire de plus de 50 ans. Elle est interdite lorsqu'on a une insuffisance rénale avec une clairance inférieure à 30. Lorsqu'on a une clairance entre 30 et 60, on doit adapter la dose. Généralement, on diminue la dose de moitié. Elle permet également une perte de poids qui est potentielle, mais qui est minime. Le risque avec la metformine, c'est le risque de carence en vitamine D. Donc la metformine, elle permet aussi bien une efficacité, sécurité. Il y a également le bénéfice du coût, elle est peu coûteuse et il reste le médicament de première ligne chez le patient diabétique de type 2. Après la metformine, on a les sulfamides, vous les connaissez tous, également c'est des molécules qui sont anciennes. Elles ont l'avantage d'être efficaces et peu coûteux également. Ils ont largement été utilisés. Il y a les grandes études UKPDS et Advance qui ont montré le bénéfice du sulfamide sur les complications microvasculaires. Alors que sur les complications macrovasculaires, on va y arriver, les études sont controversées. Il y a des études qui disent que les sulfamides, ils sont incriminés à augmenter les complications macrovasculaires chez les patients vu leur risque d'hypoglycémie qui est variable. Ils ont également comme effet secondaire le gain de poids et la durabilité qui est minime. Faut les prescrire avec précaution, c'est les sujets âgés, c'est les insuffisants rénaux, parce qu'il y a le risque d'hypoglycémie, et eux aussi sont interdits avec une clairance inférieure à 30. Les inhibiteurs de DPP4, également maintenant, c'est à peu près 15 ans de recul. Ils ont une efficacité qui est modérée, ils sont neutres sur le poids et donnent peu d'hypoglycémie. La dose, elle est ajustée en fonction du débit de filtration glomérulaire, sauf la linagliptine qu'on peut donner même chez les insuffisants rénaux terminaux. C'est l'avantage de cette molécule. Il y a des risques de pancréatite, mais qui sont rares. Les inhibiteurs de DPP4, durant toutes les études de morbimortalité cardiovasculaire, ils ont montré leur sécurité cardiovasculaire, mais ils n'ont pas de bénéfice cardiovasculaire par rapport à d'autres molécules qu'on va voir par la suite. Et certaines molécules sont incriminées dans le déséquilibre de l'insuffisance cardiaque, notamment la saxagliptine et l'allogliptine. La sitagliptine n'a pas de risque sur l'insuffisance cardiaque. Et on arrive aux analogues de GLP1. Les analogues de GLP1, c'est un traitement
antidiabétique qui est injectable, ce n'est pas de l'insuline, c'est un traitement antidiabétique injectable. Son bénéfice, c'est qu'il permet une perte de poids. À côté de son bénéfice sur la glycémie, il va permettre une baisse de poids. Il va également permettre une baisse de la tension artérielle. Il n'y a pas de risque d'hypovolémie. Il est efficace sur les glycémies postprandiales et permet d'améliorer les facteurs de risque cardiovasculaire. Mais attention, il peut engendrer des effets gastro-intestinaux, mais si on les explique aux patients avant d'instaurer le traitement, généralement les patients ils les acceptent et ils sont seulement transitoires, seulement au début du traitement. On doit ajuster la dose si insuffisance rénale. Comme je viens de dire, c'est une forme injectable. Et comme complication, ça peut donner des pancréatites aiguës, mais ça reste une complication qui est rare et c'est incertain. Est-ce que c'est effectivement secondaire aux analogues de GLP-1? Et la dernière classe thérapeutique, c'est l'inhibiteur de SGLT2. Il vient d'être commercialisé au Maroc il y a à peu près 2 mois. Leurs bénéfices également, ils ont un bénéfice sur la perte de poids et la baisse de la tension artérielle. Pas de risque d'hypoglycémie. Ils sont efficaces à tous les stades du diabète de type 2 avec un débit de filtration glomérulaire qui est conservé. Ils sont interdits chez les patients avec insuffisance rénale, mais ce n'est pas parce qu'ils sont dangereux, c'est parce qu'il n'y aura pas de bénéfice. Les inhibiteurs de SGLT2, ils agissent en augmentant la glycosurie. Donc si le patient il a une insuffisance rénale, cette classe thérapeutique sera inefficace chez ces patients. Ils peuvent donner des hypotensions et des vertiges parce qu'ils engendrent également une hypovolémie, donc automatiquement il y aura une hypotension. À utiliser avec précaution, c'est les patients qui ont un risque d'amputation et un risque de fracture. Ça a été démontré durant des études, mais avec la canagliflozine. Au Maroc actuellement, on n'a l'empagliflozine, on n'a pas la canagliflozine, elle n'est pas commercialisée au Maroc. L'objectif thérapeutique de notre patient, on doit le déterminer dès le début avec notre patient. L'objectif thérapeutique doit être personnalisé. Pour la plupart des patients, l'objectif thérapeutique est de 7%. Mais pour certains patients, en fonction de l'âge, en fonction du durée du diabète, en fonction des comorbidités, des complications, des préférences du patient, du niveau socio-économique, l'objectif peut varier. Comme j'ai dit, la plupart des patients, c'est une hémoglobine glyquée inférieure à 7%. Pour les sujets qui sont diabétiques de découverte récente, qui ont une espérance de vie et qui n'ont pas d'affection cardiovasculaire, on peut avoir un objectif qui est plus bas, entre 6 et 6,5. Par exemple, les sujets jeunes, les femmes jeunes et également les femmes enceintes. Chez les patients diabétiques compliqués qui ont un risque d'hypoglycémie, c'est un objectif glycémique de confort. On peut tolérer une HbA1c entre 7,5 et 8%. Le traitement antidiabétique, maintenant, lorsqu'on veut choisir un traitement antidiabétique, le traitement antidiabétique miracle, ça doit être un traitement qui est efficace, qui ne va pas engendrer de perte de poids, un traitement qui aura une action sur les glycémies postprandiales, qui ne va pas donner d'hypoglycémie. On peut l'associer aux autres traitements sans effet secondaire, qui va donner des préventions cardiovasculaires et qui est peu coûteux. Si on cite tous ces éléments, on est quand même toujours dans l'embarras. Heureusement qu'il y a les recommandations qui vont nous aider. Et toujours, on va choisir selon les critères glucométaboliques, selon le profil de notre patient. Voilà un tableau qui résume les différentes classes thérapeutiques avec leurs différentes caractéristiques, selon l'efficacité sur la baisse du glycémie, selon l'effet sur le poids, selon le risque d'hypoglycémie, les modalités d'administration, est-ce que le patient va préférer ou est-ce qu'on va opter pour un traitement par voie orale ou bien un traitement injectable, est-ce que c'est nécessaire d'autosurveiller, on a des patients qu'on est sûr qu'ils vont adhérer à l'autosurveillance, d'autres on est sûr qu'ils ne vont pas faire d'autosurveillance, est-ce que ce traitement a des effets secondaires qu'on doit éviter et également le bénéfice cardiovasculaire et le recul. Lorsqu'on prescrit des traitements qu'on a utilisés pendant plusieurs années, on est quand même rassuré qu'on a assez de recul pour les prescrire tranquillement. Que disent les recommandations ? Chez un patient diabétique de type 2 nouvellement diagnostiqué, le traitement initial de première intention en monothérapie, c'est la metformine. Elle reste le traitement préféré pour le contrôle glycémique chez la majorité des patients diabétiques de type 2. Mais la monothérapie, elle est prescrite généralement lorsqu'on a une HbA1c qui est inférieure à 9%. Lorsqu'on a une hémoglobine glyquée qui est supérieure à 9%, c'est généralement la bithérapie. Et lorsqu'on a une hémoglobine glyquée qui est supérieure à 11%, on doit instaurer une insuline basale. Et on arrive aux recommandations. Que disent les recommandations ? Jusqu'à 2015, les recommandations préconisaient toujours la metformine en première intention. La metformine et les règles hygiéno-diététiques seules ne suffisent pas. Les recommandations jusqu'à 2015 mettaient toutes les classes thérapeutiques au même degré.
et on choisissait en fonction des critères qu'on venait de citer, l'HbA1c, l'hypo, le poids, la tolérance et le coût. Mais les recommandations actuelles, qu'est-ce qu'ils ont apporté de nouveau? Voilà un tableau, il n'est pas clair, c'est sûr. La nouveauté de ces recommandations, c'est le choix du traitement qui se base sur deux éléments importants: la présence de maladies cardiovasculaires et la présence de maladies rénales. Ces recommandations étaient secondaires à plusieurs études cardiovasculaires. Il y avait l'étude Examine, Savortimi et TECOS qui ont montré la neutralité des inhibiteurs de DPP4 chez les patients à très haut risque cardiovasculaire, l'étude Ampareg qui a analysé les inhibiteurs de SGLT2 et qui ont montré leur bénéfice cardiovasculaire chez les patients diabétiques, l'étude LIDER également qui a analysé les inhibiteurs de GLP1 qui a montré leur efficacité chez les patients diabétiques. Et voilà ce que disent les recommandations. En première ligne, c'est les règles hygiéno-diététiques et la metformine. Et on choisit si nos patients sont des patients avec des maladies cardiovasculaires ou rénales, selon s'ils ont une maladie athéromateuse prédominante ou bien une maladie avec insuffisance cardiaque. Lorsqu'on a une maladie athéromateuse prédominante, c'est deux classes thérapeutiques qu'on va associer à la metformine, soit les analogues de GLP1 ou les inhibiteurs de SGLT2, parce que ces deux classes thérapeutiques ont montré leurs bénéfices cardiovasculaires prouvés. Si on arrive à atteindre notre objectif d'hémoglobine glycée après 3 mois, c'est parfait. Sinon, on peut considérer d'autres associations. Soit on associe les analogues de GLP1 avec les inhibiteurs de SGLT2, soit on peut l'associer avec d'autres classes thérapeutiques, notamment les inhibiteurs de TPP4, une insuline si on la préconise, ou bien un sulfamide. Jamais on doit associer un inhibiteur de TPP4 et un analogue de GLP1 parce qu'ils ont le même mode d'action. On ne les associe pas ensemble. Chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque ou une maladie rénale, dans ce cas de figure, c'est les inhibiteurs de SGLT2 qui sont préconisés en première intention vu leur effet diurétique qui va aider les patients qui ont une insuffisance rénale. Si le patient ne peut pas se permettre les inhibiteurs de SGLT2 ou bien s'ils ne sont pas disponibles, l'alternative, c'est des analogues de GLP1. Si on n'atteint pas notre objectif d'hémoglobine glycée, là, on considère les associations, mais dans ce cas de figure, on doit éviter les glitazones et le saxagliptine parce qu'ils ont été incriminés dans l'augmentation de la prévalence de l'insuffisance cardiaque. Dans le troisième cas de figure, c'est chez les patients qui n'ont pas de maladie cardiovasculaire ou rénale. Chez ces patients, c'est en fonction de notre objectif. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est notre malade. Est-ce que notre objectif est d'éviter les hypoglycémies? Est-ce que notre objectif est de lui faire perdre du poids? Ou bien c'est de limiter le coût? En fonction de notre profil de patient, on va choisir le traitement adapté. Si notre objectif est de minimiser l'hypoglycémie, on ne va pas opter bien sûr pour des sulfamides ou bien pour l'insuline. On va choisir soit un inhibiteur de TPP4, un analogue de GLP1 ou bien un inhibiteur de SGLT2. Je ne parle pas des thiazidiques parce qu'ils ne sont pas disponibles au Maroc. Si notre objectif est de favoriser la perte de poids, si on est face à un patient obèse, on va choisir les traitements qui permettent de perdre le poids, notamment les analogues de GLP1 ou les inhibiteurs de SGLT2. Et si on est face à un patient pauvre, le choix thérapeutique, c'est les sulfamides parce qu'ils ne sont pas chers et ils sont disponibles au centre de santé dans notre contexte. Et si on n'arrive pas à équilibrer notre patient malgré un traitement antidiabétique oral ou injectable qui est bien établi, la nouveauté qu'a donné ces recommandations, généralement avant, lorsqu'on n'arrivait pas à équilibrer un patient sous traitement antidiabétique oral, on préconisait un traitement par insuline. Mais là, les recommandations en 2018, ils préconisent un traitement injectable. Ça, soit un traitement par insuline, soit un traitement par analogue de GLP1. Sauf si on a des signes d'insulinocarence, bien sûr, ça sera l'insuline. Si on n'a pas de signes d'insulinocarence, on a une préférence pour les analogues de GLP1. Mais si on a une HbA1c qui est supérieure à 10%, bien sûr, on va opter également par associer une insuline. Pour ajouter une insuline basale, on a soit deux options thérapeutiques, c'est marqué ici, soit on commence par 10 unités d'insuline basale, ou bien par 0,1 à 0,2 unités par kilo qu'on initie le soir sous forme de bedtime et on adapte en fonction de la glycémie à jeun le matin. On fait une titration jusqu'à ce qu'on atteigne la bonne basale qui est adaptée à notre patient. Donc, pour conclure, le traitement du diabète de type 2, c'est les règles hygiéno-diététiques, c'est la metformine en monothérapie en première intention. Le choix de la bithérapie, c'est en fonction du risque cardiovasculaire et de la maladie rénale. Toujours avoir en tête un traitement et un objectif thérapeutique
qui est personnalisée. Et l'éducation thérapeutique, elle doit être la base de notre traitement. Et voilà un schéma qui résume la prise en charge thérapeutique d'un diabétique de type 2, la metformine en premier lieu, les critères du choix de la deuxième ligne thérapeutique. Lorsqu'on a une maladie athéromateuse prédominante, c'est les analogues de GLP-1 ou les inhibiteurs de SGLT2 parce qu'ils ont prouvé leur protection cardiovasculaire. Lorsqu'on a une insuffisance cardiaque ou maladie rénale, c'est les inhibiteurs de SGLT2 en premier, sinon les analogues de GLP-1. Tous les deux également, ils ont prouvé leur efficacité cardiovasculaire. Et sans maladie cardiovasculaire, selon notre objectif thérapeutique, si c'est éviter les hypoglycémies, c'est inhibiteur de TPP4, analogue de GLP-1 et inhibiteur de SGLT2. Si l'objectif est de perdre le poids, c'est inhibiteur de GLT2 ou analogue de GLP-1. Si l'objectif est le coût, on est face à un patient qui n'a pas les moyens, c'est les sulfamides. Et je vous remercie. J'ai essayé de faire vite parce que je suis sûre que vous êtes fatigués.